Je m'appelle Juliette et j'ai 34 ans. Ma mère prévoyait de me faire regarder les 5 enfants à Noël. Elle n'a pas demandé, elle l'a annoncé comme si c'était déjà décidé, comme si mon temps, mes projets et ma santé mentale n'étaient que des éléments qu'elle pouvait cocher sans cérémonie sur sa liste de tâches des fêtes. Tout a commencé par un appel de groupe familial début décembre, une de ces visioconférences forcées de planification des fêtes où tout le monde fait semblant de sourire tout en redoutant silencieusement ce qui s'en vient. J'étais en train de me verser un café, encore en pyjama, quand ma mère s'est éclaircie la gorge et a dit « Alors, Juliette restera à la maison pour garder les enfants à Noël. » J'ai vraiment ri au début parce que cela semblait tellement ridicule. 5 enfants, les 3 de ma sœur de moins de 7 ans, et les jumeaux de ma cousine, des tout-petits qui traitaient le silence comme un ennemi personnel. « Pardon, quoi ?» ai-je demandé, pensant avoir mal entendu. Ma mère n'a pas manqué un temps. Elle a souri, ce sourire tendu qu'elle utilise quand elle pense être généreuse. « Ce sera bien pour toi. Tu n'as pas d'enfant et tout le monde mérite une pause. » Ce fut le moment où quelque chose a cassé en moi. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste une réalisation calme et froide que ce n'était pas un malentendu, c'était un plan qu'ils avaient fait sans moi, en supposant que je céderais comme je l'avais toujours fait. Garde d'enfants le soir de Noël. Garde d'enfants le jour de Noël. Nuit blanche, matinée courte, crise de colère, couche, chaos, pendant que tout le monde mangeait, buvait, riait et appelait ça du temps en famille. Je lui ai rappelé calmement que j'avais déjà posé des jours de congé à mon travail et que j'avais mes propres projets. Ma mère a agité la main. Tu pourras te reposer plus tard. La famille passe avant tout. Cette phrase m'a frappé comme une gifle. La famille passe avant tout, sauf quand il s'agit de me respecter, sauf quand il s'agit de mes limites, sauf quand il s'agit de demander au lieu d'ordonner. Durant la semaine suivante, les messages n'ont pas cessé d'arriver. Ma sœur m'a envoyé des SMS avec des smiley du genre « Tu nous sauves la vie ». Ma tante a plaisanté sur le fait que je serais épuisé mais comblé. Personne n'a demandé si j'étais d'accord. Ils parlaient tous comme si c'était une loi établie. J'ai commencé à mal dormir, me réveillant avec une oppression dans la poitrine, revoyant les Noëls que j'avais déjà sacrifiés juste pour aider un peu. Je me suis revu à 26 ans, manquant un voyage du Nouvel An parce qu'on avait besoin de moi. À 30 ans, coincé à nettoyer après les enfants pendant que tout le monde trinquait au champagne. Puis, 3 jours avant Noël, j'ai eu la confirmation finale. Un message de groupe familial. Ma mère a tapé, les enfants seront déposés chez Juliette dans la matinée du réveillon. Merci encore. C'était tout. Pas de point d'interrogation, pas de place pour respirer. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment, les mains tremblantes. Non pas de peur, mais d'une colère si vive qu'elle a finalement coupé à travers des années de culpabilité. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je suis allé sur un site de vol et j'ai cherché le premier avion partant de la ville le soir du réveillon. Je n'ai pas trop réfléchi. Je n'ai appelé personne. Je ne me suis pas expliqué. J'ai réservé le billet. Un aller simple, tôt le matin, siège côté hublot. Dès que l'email de confirmation est arrivé dans ma boîte de réception, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le soir du réveillon, pendant que ma mère préparait sans doute des encas et étiquetait les sacs des enfants, j'étais en train d'embarquer dans un avion. Je me souviens d'avoir serré mon passe de vol, le cœur battant, non pas de regret, mais d'une excitation étrange et inconnue. Au moment où l'avion a décollé, mon téléphone a vibré sans arrêt. Appel manqué, messages s'accumulant. Je ne les ai pas regardés. Pour une fois, j'ai choisi le silence. J'ai atterri quelques heures plus tard, j'ai pris une petite chambre d'hôtel et j'ai commandé un service d'étage. Je me suis assise sur le lit, fixant les murs silencieux, et j'ai ri à haute voix. Pas de cris, pas de pleurs, pas de culpabilité, juste moi. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire, une évasion tranquille, un Noël paisible loin d'être tenu pour acquise. J'avais tort, car ce soir-là, ma tante a décidé de faire un appel vidéo familial. Quelqu'un m'a ajouté sans demander. J'ai répondu avant de pouvoir m'arrêter. L'écran s'est rempli de visages, ma mère, ma sœur, ma cousine. Les enfants déjà agités en arrière-plan. Ma mère avait l'air furieuse. « Où es-tu » a-t-elle exigé. « Je ne suis pas à la maison » ai-je dit. « Je t'avais dit que j'avais des projets. »
C'est alors que ma tante, tenant son téléphone trop près de son visage, a dit « Bon, puisque nous sommes tous là, autant que je lise ceci à voix haute. » Elle a brandi une feuille de papier. Mon estomac s'est serré. Je l'ai reconnue immédiatement, une lettre que ma grand-mère avait envoyée des semaines auparavant, lui demandant de la lire à la famille à Noël si elle n'était pas présente. La pièce est devenue silencieuse pendant que ma tante commençait à lire. À mi-chemin, le sourire de ma sœur a disparu. Le visage de ma mère est devenu pâle. Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. Un autre a murmuré « Quoi ?» La voix de ma tante tremblait alors qu'elle continuait, ses yeux allant de la page à l'écran. Au moment où elle a fini, chaque personne fixait comme si le sol venait de disparaître sous eux. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ma cousine a juré à voix basse. L'un des enfants a commencé à pleurer, confus par la tension soudaine. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que ce que ma tante a lu à haute voix lors de l'appel vidéo familial a fait halter chaque personne. J'ai entendu ma sœur dire « Ce n'est pas possible ». Ma mère a finalement chuchoté « Quoi ? Ce n'est pas possible ». J'étais assise là, sur un lit d'hôtel à des centaines de kilomètres, réalisant qu'embarquer dans cet avion n'était pas seulement une évasion. C'était le premier mouvement dans quelque chose de beaucoup plus grand, et aucun d'eux ne l'avait vu venir. L'écran est resté figé quelques secondes après que ma tante eut fini de lire, comme si même Internet avait besoin de temps pour traiter ce qui venait de se passer. Ma mère fut la première à se ressaisir, le visage tendu, les lèvres si serrées qu'elles avaient presque disparu. « Cette lettre est périmée », a-t-elle dit vite, trop vite. Maman était émotive quand elle l'a écrite, mais ma tante a secoué la tête. Elle est datée du mois dernier, a-t-elle répondu, et elle est notariée. Ce qu'elle avait lu, ce qui avait fait halter tout le monde, c'était l'explication de ma grand-mère sur son testament et la raison derrière celui-ci. Elle avait écrit clairement, douloureusement, simplement, en décrivant comment j'avais été traité pendant des années, comment on s'attendait toujours à ce que je me sacrifie, comment j'étais qualifiée d'indépendante seulement quand cela arrangeait tout le monde. Elle avait écrit qu'elle m'avait discrètement aidé financièrement, qu'elle avait investi de l'argent en mon nom, et l'avait légalement protégé de toute interférence familiale. Puis est venue la phrase qui a tout changé. Elle avait transféré le contrôle d'une fiducie uniquement à moi, avec effet immédiat, et m'avait nommé exécuteur de plusieurs actifs familiaux après son décès. Ma sœur a bredouillé, ce n'est pas juste. Ma cousine a exigé de savoir pourquoi elle n'avait pas été informée. Ma mère a finalement explosé, Juliette l'a manipulée. Cette accusation m'aurait terrifié auparavant. Cette fois, non. J'ai pris une lente inspiration et j'ai dit calmement, je n'étais même pas au courant de cette lettre jusqu'à maintenant. Silence à nouveau. Les enfants ont été escortés hors de la pièce, sentant que quelque chose de grave venait de craquer. Ma tante a ajusté ses lunettes et a ajouté, il y a plus. Elle a expliqué que la fiducie incluait des conditions très spécifiques. Tout membre de la famille qui tenterait de me faire pression, de me menacer, ou de me faire honte publiquement, perdrait automatiquement l'accès au soutien financier futur lié aux propriétés communes. L'ironie était presque poétique. Les mêmes personnes qui pensaient pouvoir m'intimider pour que je garde 5 enfants à Noël venaient de se désavantager en faisant exactement cela. Le visage de ma mère est devenu rouge. « Et alors ? Tu te crois meilleur que nous maintenant » a-t-elle dit. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas souri. J'ai juste dit la vérité. Non, je pense que j'ai fini d'être traité comme du travail gratuit. C'est là que ma sœur a craqué. Elle m'a accusé de gâcher Noël. Elle a dit que j'avais abandonné ma famille. Elle a dit que j'étais égoïste d'embarquer dans un avion au lieu de me montrer responsable. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas demandé pardon. J'ai laissé ces paroles flotter là, vides et exposées. Ma tante a finalement interrompu en disant doucement, « Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela s'est juste terminé aujourd'hui. » Ma mère a mis fin à l'appel brusquement. Comme ça. Écran noir, pas d'adieu. J'ai fixé mon téléphone, attendant que la vague de culpabilité familière me submerge. Elle n'est jamais venue. Au lieu de cela, il y eut un soulagement. Profond, stable, indéniable. J'ai commandé un dessert, j'ai allumé la télévision, et j'ai passé le réveillon exactement comme je le voulais, en paix. Les répercussions sont venues plus tard. Les messages sont arrivés au compte-gouttes les jours suivants.
Certains en colère, d'autres faussement gentils, d'autres soudainement respectueux. Ma mère n'a pas parlé pendant des semaines. Ma sœur a essayé une fois, testant le terrain, demandant si je pouvais aider un peu financièrement puisque je m'en sortais si bien. J'ai dit non. C'était le non le plus facile que j'avais jamais dit. Voici la partie dont personne ne parle. Poser des limites ne semble pas puissant au début. Cela semble solitaire. Cela ressemble à se tenir dans le froid après avoir fermé une porte que l'on a été formé à garder ouverte. Mais avec le temps, ce froid se transforme en clarté. J'ai commencé une thérapie. J'ai voyagé davantage. J'ai arrêté d'expliquer mes choix aux gens qui n'écoutaient jamais. Bref, des mois plus tard, ma tante m'a rendu visite. Elle a admis qu'elle avait eu peur de lire cette lettre à voix haute, mais elle savait que c'était la bonne chose à faire. Elles avaient besoin de l'entendre, a-t-elle dit. Et toi, tu avais besoin de partir. Elle avait raison. Alors, le soir du réveillon, j'ai embarqué dans un avion, et en faisant cela, j'ai finalement choisi moi-même. Maintenant, quand je repense à ce moment, ma mère supposant que je me sacrifierais encore, ma famille stupéfaite par le silence, les mots « quoi ?» Ce n'est pas possible, résonnant à travers cet appel vidéo, je ne ressens pas de colère. Je ressens de la gratitude. Gratitude d'avoir écouté cette petite voix en moi. Gratitude de ne pas être resté. Si vous avez déjà été traité comme si votre temps n'avait pas d'importance, comme si vos limites étaient facultatives, comme si votre valeur était liée à ce que vous abandonnez, cette histoire est pour vous. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire n'est pas de rester et de tout réparer.